Meilleure voix féminine au Balafon Award 2022 au Cameroun. Les thématiques qu'elle aborde sont des réflexions sur la vie. Pour preuve, à chacun sa chance ou encore qui croira verra. ActuPeople.net reçoit pour vous Chris M. Chris M, justement, j'ai vu l'une de tes interviews récemment où l'animateur disait « Nous recevons l'artiste la plus en vogue en ce moment au Cameroun ». Est-ce que tu es d'accord avec cette assertion? Disons que c'est pas totalement faux. Parce qu'il faudrait dire que, en toute humilité, je suis peut-être l'artiste du moment, si on peut dire ça comme ça, en termes de statistiques et tout, voilà. En tout cas, c'est bien de s'assumer. Tu assumes ce rang-là en ce moment? Oui, avec beaucoup de... C'est pas facile, mais bon, disons que j'assume, oui. Si on prend appui sur ton titre « À chacun sa chance », quelle a été toi la chance de ta vie? La chance de ma vie a été d'avoir la force de ne jamais abandonner, ce qui m'a mené à là où je suis aujourd'hui. Donc je dirais ça comme ça. Quand tu parles de ne pas abandonner, on te donne raison. Pourquoi? Parce que tu as commencé avec un groupe de jeunes filles, vous étiez 3, Mo Girls. Oui. C'était quoi cette belle aventure? Alors, c'était ma toute première expérience professionnelle, parce qu'il faut dire que le groupe Mo Girls est un groupe issu d'un casting qui avait été lancé par un producteur venant de l'Allemagne, mais d'origine camerounaise, et pour former le premier girls band au Cameroun, un casting auquel j'ai participé et j'ai été finaliste, enfin parmi les 3 finalistes qui ont formé le groupe Mo Girls. Et voilà où ma belle aventure dans la musique, surtout dans le milieu professionnel, a débuté. Voilà. Et avec Mo Girls, vous enregistrez un titre avec DJ Arafat. Ouais. Raconte-nous un peu. Disons que c'est allé assez vite. Parce qu'il faut dire que le titre avec Arafat était notre tout premier single, intitulé Secouer l'eau. Et on avait eu la chance que, à la période où on comptait sortir le projet, Arafat, il était au Cameroun. Et lorsque le producteur lui a présenté le projet, disons qu'il a tout de suite, accroché et s'est dit voilà, pourquoi pas, on devrait faire quelque chose là. Et ça s'est fait. C'était une très belle expérience. J'en garde de bons souvenirs, quoi. Et ces souvenirs, on va les ressasser un peu. Parce que lorsqu'on est jeune, quand on démarre une carrière comme ça, quand on se retrouve en face d'une sommité de la musique africaine comme il était en ce temps, comment est-ce que vous avez vécu le studio avec DJ Arafat? Vous étiez en mode groupie ou vous étiez dans quel état d'esprit vous étiez? Non, disons que le cadre était purement professionnel, mais au-delà, faut pas se mentir, Arafat était une icône et était un exemple aussi pour nous qui débutions dans la musique, parce qu'il avait un parcours déjà assez riche et ça, l'expérience était plutôt, disons qu'on a beaucoup appris d'Arafat en une séance d'enregistrement, et on a gardé beaucoup de choses positives, voilà. Quand tu dis que vous avez beaucoup appris, c'était quoi? Celui qui faisait la direction artistique, celui qui vous disait de ne pas avoir les tracks, de vous lâcher, c'était quoi? C'était quoi les conseils qu'il vous donnait en studio? Disons qu'Arafat c'était quelqu'un de très très vrai, quelqu'un toujours positif, quelqu'un avec la joie de vivre, quelqu'un d'assez dégagé, qui vivait la vie, qui prenait la vie telle qu'elle venait, sans toutefois trop se tracasser. Donc il avait cette façon-là de voir la vie qui était plutôt intéressant. Et la séance avec lui était
Disons qu'on a gagné en expérience, voilà. Elle a duré combien de temps cette séance? Non, la séance c'était une journée. Juste une journée. Juste une journée, mais en une journée vraiment, c'était juste magnifique. Des fous rires, ouais. Des anecdotes. Ouais. Qu'est-ce que toi t'as plu particulièrement ce jour-là, au-delà de l'expérience que tu as acquis, cette journée de studio? Qu'est-ce qui te reste là en tête comme image de ce jour de studio? Surtout que c'était tes premiers grands pas dans l'univers artistique. C'était surtout l'ambiance qu'il y avait au studio ce jour, parce que faut dire que malgré le fait que Arafat était déjà à un certain niveau et que nous on commençait juste, il y avait quand même une certaine harmonie, une symbiose qui était particulière, quoi. Donc c'est ce qui m'a le plus marqué, c'était l'ambiance lors de cette séance-là. Parfait. Chris M, c'est qui en réalité? Si tu dois parler de toi, si tu dois synthétiser ton parcours de vie, tu dirais quoi? Chris M, c'est une jeune fille qui rêve et qui a toujours aspiré à réaliser et ne pas que rêver. Et une battante. Mais on a une façon particulière de se raconter sur le plateau d'actupeople.net. C'est de savoir quand on aille vraiment dans les racines. Chris M est née où? Elle a grandi où? Au niveau des études, au niveau de ses projets professionnels, avant la carrière artistique. Ouais. On veut bien savoir. Ok, alors Chris M est née à Yaoundé et est d'origine Baleng, de l'Ouest Cameroun. Voilà, et j'ai aussi grandi à Yaoundé. J'ai fait les études primaires, secondaires, universitaires. J'ai obtenu une licence en gestion de ressources humaines. Super. Oui, et aujourd'hui, je poursuis mon petit bout de chemin du côté de ma carrière musicale. Et voilà quoi. Lorsqu'on fait une licence en ressources humaines et que du jour au lendemain on décide d'arrêter, c'est dû à quoi? Parce que la passion de la musique est plus forte, ou il y a des raisons familiales, ou quelles sont les raisons qui expliquent un tel choix? Ce que je dirais, c'est que ça n'a pas été, j'ai pas pris un choix d'arrêter l'école et d'aller faire la musique, mais plutôt que j'ai fait les deux simultanément, jusqu'à ce que je me suis dit qu'il fallait bien, où les deux ne pouvaient plus se gérer de manière simultanée. Il fallait bien sacrifier un côté et continuer. Vu que je suis très passionnée de musique, je me suis dit je vais tenter ma chance. Et voilà. Donc du coup, c'est à quel niveau de tes études que tu commences la musique? Alors, faut dire que je commence la musique juste après mon bac, de manière professionnelle, je le dis encore. Sinon, avant, je faisais déjà des petites compétitions interscolaires, les compétitions de vacances, ainsi de suite. Mais sinon, le milieu professionnel m'a connu uniquement après mon bac. Faut même dire que j'avais d'abord laissé les études et pendant 5 ans, je faisais de la musique. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ça fait 5 ans que je suis dans le milieu de la musique. Ça ne porte pas réellement ses fruits. Certes, je suis passionnée. Certes, je veux atteindre mes objectifs. Mais il ne faudrait pas que je me voile totalement les yeux. Et il faudrait quand même que j'ai un plan B. Et là, je me dis, ok, je vais repartir sur les bancs. Au moins, se me sécuriser et avoir de quoi maintenir ma poche au cas où. Avoir un background professionnel. Voilà. En termes de bagages intellectuels et autres. Ouais. Exact. Donc, je reprends les études 5 ans plus tard. Et en 3 ans, j'obtiens ma licence. Et là, je me dis, ok, j'ai une licence professionnelle. Bon, on va un peu continuer la musique maintenant et voir où ça nous mène. Bon, il n'a pas fallu 3 ans de plus pour que les choses aillent mieux. Par la grâce de Dieu, je suis là aujourd'hui. Avant que ça ne décolle justement, oui. Ce virus de la musique, vu que tu dis que déjà de manière sommaire, tu chantais, tu participais à quelques concours, oui. Comment est-ce que toi tu piques ce virus de la musique? Honnêtement, tout est parti d'une toute petite remarque. Quand j'étais au secondaire, on avait tendance avec des amis à
papoter lorsqu'il n'y a pas, peut-être il y a une pause ou il n'y a pas cours. Et là, on s'est dit, on va faire un karaoké. Chacun doit chanter à son tour une chanson de son choix. Et voilà, chacun chante. Et lorsqu'arrive mon tour, je dis, ok, je vais interpréter. C'était une chanson de Whitney Houston. Je pense que c'était Greatest Love of All, si je me trompe pas. Pousse un peu la voix, vas-y. The greatest love of all. It's easy to achieve. Voilà. Wow. Et là, mes camarades étaient tout éblouis en mode, mais attends un peu. Comment tu fais pour avoir une aussi magnifique voix et on n'a jamais su? Et moi, j'étais en mode, ah ouais, c'est vrai? J'étais un peu surpris. Pas parce que pas parce que je pensais que j'étais une piètre chanteuse, mais parce que je n'avais jamais pensé que c'était un truc. Tu n'avais pas encore vu ce regard extérieur qui appréciait ce que tu dégageais. Exactement. Donc là, je me dis, bon, de toute façon, les gens réagissent, peut-être que c'est intéressant. Et du coup, je décide de m'intéresser un peu plus à ce côté-là. Et au fil des années, la passion en moi commence à grandir. Je m'intéresse à tout ce qui est manifestation à l'école, hors de l'école. Lorsqu'il y a musique, je m'inscris au club musique de l'établissement, etc. J'ai fait plein de compétitions interscolaires, Coca-Cola, Carton Rouge, voilà, j'en passe. Et tu es arrivé de gagner des prix lors de tous ces concours-là? Malheureusement, jamais. Ah ouais. Mais j'ai très souvent été dans les 3 premiers. Donc oui, des prix, j'en ai eu. Peut-être pas à la première place. Ouais, tu étais sur le podium. Voilà, sur le podium. Donc oui, ça a été une très belle expérience. J'ai aussi fait challenge vacances pendant les vacances. Avec couleurs urbaines pendant que je dansais et tout. Bref, c'était un très long parcours. Mais vraiment, c'est de là qu'est née en moi l'envie et la passion pour cette musique-là. Lorsque tu vis cette passion, quel est le regard de tes parents justement sur tout ça? Alors tout de suite, pour ma maman, c'était non. Catégorique. Ouais, catégorique. Mon papa, par contre, il est en mode, tant que ça ne gêne pas les études, moi j'ai pas de souci. C'est bien d'avoir une passion à côté, mais tant que ça ne gêne pas les études, pas de problème. Donc c'est comme ça que j'ai évolué un peu. Mon père m'a offert mon premier piano. Wow. Par la suite, m'a offert, ma première guitare, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai mon bac et que je fasse le mot casting pour intégrer le groupe Mogirls. Voilà. Tes parents, ils sont dans quel domaine d'activité justement? Ma mère, elle était commerçante. Elle n'est plus de ce monde, paix à son âme. Désolé. Et mon papa, il est docteur en chimie et il était professeur de secondaire. Voilà. C'est vrai qu'il t'encourageait en t'offrant même des instruments de musique, mais est-ce qu'il te prédestinait pas à un corps de métier particulier? Mon papa, au-delà des études, oui. Mon père, ce qu'il a voulu que je fasse, c'était le foot. Non. Bah si. On sait que le Cameroun a une très bonne équipe féminine. Il te voyait dans ce 11 féminin-là? Honnêtement, moi, non, c'était pas mon kiff, quoi. Il voulait que tu sois Oui, parce qu'il footballeuse. me voyait très souvent avec le ballon, vu que j'étais assez apte, faut le dire. Ah, tu étais très douée? Plus ou moins. Ok. À mon petit niveau. Et il se disait, mais pourquoi est-ce que tu n'insistes pas de ce côté-là? Et moi, j'étais en mode, non. Moi, la musique, ça me suffit. Voilà. Tu as joué pendant combien de temps? Non, j'ai pas joué. Hein. Je dis, tout part du ballon qu'on peut avoir à la maison, la façon dont des petits gestes. Des petits le gestes. fait que tu te familiarisais au ballon rond, lui te voyait pousser au point de mener une carrière de footballeuse. En fait. Waouh! Et pourtant, toi, ça t'a jamais intéressé? Non, pas vraiment. Vu qu'on parle de football, un regard sur l'équipe de football féminin. Oui, je fais un coucou à Ndoye Adjara, qui est membre de l'équipe nationale du Cameroun, l'équipe féminine bien sûr. Et je crois que c'est la footballeuse que je préfère
dans cette équipe-là. C'est clair Voilà. qu'on parle de football. Alors, on ne peut pas ne pas faire un clin d'œil au Bantou. Quand on parle du Bantou, toi, ça te rappelle quoi? Ça te rappelle qui? Qui? Oui, J'ai aucune idée. parce qu'on parle de football. Quand on dit le Bantou au Cameroun, tout le monde sait. Ah ouais. Le numéro- Eto'o, Samuel Eto'o Le fils. numéro 9. Ah bien ouais. évidemment. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Parce que Bantou. Ouais. Ah ouais. Ok. Quand on parle du Bantou, c'est lui. Ok. Ouais, c'est lui. Samuel Eto'o. Un regard sur sa carrière immense. Avant Ouais. qu'on continue sur toi, ton parcours, un regard que tu pourrais jeter sur son immense carrière. Honnêtement, c'est un exemple hein, pour chaque Camerounais, peu importe le domaine dans lequel on se trouve. Son parcours à lui dans le football est un exemple pour nous tous. Pour nous tous, peu importe le domaine dans lequel on se trouve. Donc, c'est quelqu'un que chaque Camerounais admire. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a représenté et qui continue de représenter valablement les couleurs de notre pays, notre cher et tendre pays, le Cameroun. Donc voilà, c'est... Tous mes respects, quoi. Un lion indomptable. Tu l'as déjà rencontré, Samuel Eto'o? Jamais. Jamais? Ah ouais. Lorsqu'il était en activité, c'est quelqu'un qui soutenait beaucoup les artistes. Il continue d'ailleurs de les soutenir. Oui. Mais il venait dans les soirées et il déversait des billets de banque. En tout cas, c'était le Samuel Eto'o tout feu, tout flamme. Ouais. Au temps du coupé décalé. Ouais. Bah, c'est la petite parenthèse, en tout cas, footballistique. Malheureusement, tu n'as pas pu continuer dans le football comme papa aurait aimé et tu t'engages dans la musique. Cette musique-là qui te porte jusqu'à ce jour. Ouais. Et là, en 2001, tu sors ton premier album. Et 2021 et 2016. Non, enfin, mon tout premier single Oui. en carrière solo, je sors le projet en 2017. Merci. Voilà. Merci en tout cas de remettre tout dans l'ordre. Parce Ouais. que là, je me suis mélangé dans mes chiffres sur Wikipédia. Parce que le temps de se documenter. 2017, tu sors ton tout premier single. Et là, tu te dis, je suis dans le grand bain. Comment est-ce que ça démarre véritablement pour toi? Honnêtement, après le groupe Moguls, lorsque je me lance dans ma carrière solo, au sein du label Big Dreams, ça n'a pas été tout rose, mais disons que c'était une très belle expérience où j'ai aussi beaucoup appris. Le parcours n'a pas été très long là-bas, mais c'était un parcours assez riche. Voilà, où j'ai eu la chance de travailler avec des amis et collègues comme Loco, Kossi et bien d'autres. Voilà, voilà quoi. Que deviennent tes amis de Moguls? Aujourd'hui, il y a Believe qui continue dans la musique. Elle a une carrière solo aussi. Qui vient même tout de suite qui vient tout récemment, je veux dire, de sortir son dernier titre intitulé Même prière. Et d'un autre côté, il y a J'ai fait la même prière que Chris M, justement. Ah, peut-être, pour avoir la hein. carrière que tu as. En tout cas, c'est bien choisi comme titre éponyme. Ouais, même prière. Même prière. Mais, en tout cas, même prière, comme pour Chris M. Et on sait que ça va décoller. Oui, et d'un autre côté, on a Justine qui fait dans le cinéma. Ah ouais. Oui. Le cinéma, toi, ça t'aurait intéressé? Oui, c'est un côté que j'aime beaucoup, mais je n'ai jamais eu le courage de me lancer. Et donc, tu commences, c'est vrai que sur des chapeaux de roue, mais tu te décourages pas. Ouais. Tu te dis, il faut que je donne encore de la vigueur. Exact. Et le second essai, il vient en quelle année? Le second single vient en 2019. 2 ans après. Oui, Ok. 2019. Et il s'intitule On fait comment? Ok. Voilà. On fait comment? J'étais sous le label L'Écoute Production. C'est un titre qui n'a pas super marché, mais qui s'est battu. Et voilà. Mon parcours au sein du label L'Écoute Production, j'ai eu la possibilité de sortir aussi un EP de 6 titres plus un bonus. Le titre de cet EP là, c'est Surface. C'était aussi une belle expérience. Ça, c'était en 2021, je crois. Oui, à partir de 2019,
On fait comment? 2019 à 2022. Ok. Voilà. Mais pourquoi une telle interrogation? On fait comment? Pourquoi tu as intitulé ce titre-là? Voilà, on fait comment? Non, en réalité, c'est le on fait comment, qui est le titre de la chanson. C'est plutôt un homme qui se pose la question parce il est face, comment je vais dire, à un dilemme du fait qu'il y ait plus de femmes que d'hommes sur cette terre et que enfin, il se pose la question à savoir, mais comment est-ce qu'on va faire pour se gérer, combler ce déficit. Voilà. C'est pourquoi il se pose la question. Toi, si mais tu on dois fait répondre comment? à l'équation, tu dirais quoi? Bah, je suis pas bien placée. Non, mais puisque la problématique vient justement de toi, s'il y a une esquisse, on va dire des résolutions, ce serait quoi? Comment toi tu vas résoudre cette équation-là? Non, je ne sais pas. Ce serait de conseiller aux hommes peut-être de prendre plus de femmes, non? Non. Catégoriquement. Parce que exactement ça, c'était une excuse de l'homme parce que sa femme, comment je vais dire, sa femme l'attrape, le coince. C'est ça. Et il est en mode, ce qu'il trouve comme excuse, c'est le fait de dire qu'il y a plus de femmes sur la terre que d'hommes en fait. Et du coup, il faut bien qu'on j'aide d'une façon ou d'une autre. Il faut combler toutes ces femmes-là qui sont seules tout de même. C'est pas mauvais en soi. Bon bah, je préfère pas donner mon avis dessus. Pourquoi? Parce que... Tu as amené le débat, il faut bien qu'on puisse le résoudre, non? Hein, moi personnellement, je suis pas contre la polygamie, mais super. Elle doit se faire de manière officielle. On a une esquisse là. Faut qu'elle devienne? Faut qu'elle se fasse de manière officielle parce qu'on n'épouse pas une femme en signant monogamie et après ça donne autre chose. Donc de manière officielle, si toi ton homme te dit je prends une deuxième, une troisième femme, tu serais d'accord? Pas forcément. C'est un choix. Mais si on l'accepte, on devrait pouvoir accepter le fait qu'une deuxième femme puisse entrer. Mais vu que tu es pour la polygamie, justement... J'ai dit, je ne suis pas totalement contre la polygamie, mais ça ne veut pas dire que je me vois être dans un foyer polygamique. Non. Ah, cela ne pourrait jamais s'appliquer à toi? J'ai pas dit jamais. Ah, cela ne pourrait pas... Il y a toujours une possibilité, ça veut dire que... C'est toujours bien de laisser une porte ouverte. Il existe une possibilité, mais bon, je ne sais pas qui va réussir à me pousser dans ça. C'est comme on le dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Tu peux être avec un homme, tu l'aimes au point où il va vouloir t'imposer une seconde épouse et tu vas dire, bah, j'ai pas le choix, puisque je t'aime. J'ai pas le choix. Et comme c'est officiel, vu que c'est la démarche selon ce que toi tu veux. Après, on fait comment? Tu sors ce EP de 6 titres, Surface. Surface, quel bilan tu en fais lorsque tu le sors? Surface, faut dire que Chris M n'était pas encore réellement sous l'effet de projecteur, donc ça n'a pas fait son boom. Mais bon, c'était aussi une belle expérience parce que pour le peu de personnes qui ont eu à découvrir cette EP-là, les retours étaient plutôt bons et c'est assez satisfaisant, quoi. Et la détonation vient avec À chacun sa chance. Oui. Comment on écrit une telle chanson qui du jour au lendemain devient hit? Bah, disons que... L'histoire. Raconte-nous toute l'histoire de À chacun sa chance. Il n'y a pas vraiment d'histoire à raconter, si ce n'est de dire que il s'agit juste de moi et de mon parcours, parce que lorsqu'on passe énormément de temps dans le milieu professionnel, entouré des personnes qu'on considère comme étant bons dans ce milieu-là, et qu'on n'a pas de succès, les gens se posent des questions. Ils se demandent, mais pourquoi est-ce que pour toi, ça ne marche pas? Tu as été avec tel, ceux-là sont là-bas. Et toi, c'est quoi le problème en fait? Et généralement, quand je faisais face à ce genre d'interrogation, ce que j'avais comme réponse, c'est le fait que chacun vient sur Terre avec une destinée. Ouais. Chacun vient sur Terre avec un parcours bien tracé, enfin un parcours que Dieu a tracé pour lui. Alors, il ne sert à rien de se précipiter. Si le succès n'a pas encore frappé à la porte, c'est peut-être que ce n'est pas encore le moment. Voilà, et je crois que j'avais totalement raison parce que chacun sa chance et la preuve. On va s'intéresser un peu à ce stoïcisme-là où on ramène tout à Dieu, où on se dit oui, c'est le destin de chacun.
Tu penses que le destin, cette chance-là peut tout faire? Peut amener quelqu'un à vraiment pouvoir se réaliser? En réalité, la chance ici n'est pas synonyme de s'asseoir et d'attendre le miracle venu du ciel. Non. Au contraire, c'est lorsqu'on fait tout en son possible. Parce que même dans la Bible, il est écrit que c'est après que tu t'es aidé que le ciel pourra t'aider. Et le ciel t'aidera. Voilà. Donc, tu fais tout en ton possible et tu laisses le reste à Dieu. Aussi simple que ça. Donc pour toi, chacun doit tout de même faire sa part et attendre cette chance qui un jour viendra et pour concrétiser ou faire entrer chacun dans sa destinée. Aussi simple que ça. Et toi, tu penses avoir fait ta part avant d'avoir cette chance-là? Oui. Quels sont les sacrifices justement que tu as pu faire dans ta carrière avant d'arriver à ce succès? Disons que même le parcours le démontre. J'ai été persévérante, j'ai été travailleuse, j'ai été battante, je me suis vraiment préparée à ne pas rater ma chance lorsqu'elle va se présenter, quoi. Je me suis vraiment préparée, quoi. Je l'entends bien, mais là, tu surfes sur des thématiques, on va dire généralistes. Oui. Mais de manière concrète, quelles sont les épreuves auxquelles tu as été confronté, du moins, et qui ont failli t'emmener à abandonner ou de te dire, mais là, je fais quoi dans ce milieu? De manière concrète. De manière concrète, disons que comme dans tout domaine, oui, il y a des obstacles. Faits palpables, des faits que tu as vécu, que tu peux partager avec nous sur le plateau d'Actu People, s'il te plaît. Alors... Un fait vécu. Ce sera un peu difficile, mais disons que lorsqu'on est une femme et qu'on se retrouve dans ce milieu-ci, il peut arriver que qu'on vous fasse des propositions indécentes. Et si vous n'avez pas forcément, ou alors si vous ne vous êtes pas forcé, si vous ne vous êtes pas fixé un objectif précis, vous pouvez avoir tendance à être, comment je vais dire, déraillé. Sauf que j'ai la chance, ou je sais pas comment le dire, mais disons que je savais exactement ce que je voulais, mais je savais aussi la façon par laquelle je voulais obtenir ce que je voulais. Donc ça a été difficile parce que je n'ai pas forcément voulu me plier, comment je vais dire... Aux propositions indécentes? Oui. Mais vu que tu as lâché le mot, parlons de propositions indécentes. Oui. Quelle est la proposition indécente que quelqu'un t'a faite? Non, là je préfère pas. Tu ne préfères pas en parler? Non. C'était quelque chose d'assez ignoble ou quelque chose qui allait contre ta morale ou c'était quoi? Exactement. Si je dis je n'ose même pas en parler, ça veut dire que c'est pas quelque chose d'agréable.